De retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10, place maintenant au focus. Et comme je vous l'ai dit, ce soir, on va parler un peu politique. En première partie, dans un premier temps, nous allons revenir sur le remaniement. Emmanuel Macron veut un gouvernement irréprochable, mais il a déjà beaucoup de réactions négatives par rapport aux personnes qu'il a choisies, tout simplement. En deuxième partie, on reviendra sur le plan local avec l'élection municipale et on fera le point un peu sur la vision de nos élus. Est-ce qu'ils ont une vision et est-ce qu'ils pourront les concrétiser avec 30 communes sur 32 qui sont en déficit? On ne sait pas. En tout cas, pour répondre à ces questions avec moi, nous avons Karine Gatibeleza qui est chef d'entreprise. Bonsoir Karine. Bonsoir Harold. Et Raphaël Lapin qui lui est docteur en droit. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. C'est un plaisir. Alors, on va commencer gentiment avec le départ de Philippe Gustin. Alors, donc, il y a un mois de ça, à Canal 10, on avait déjà annoncé son départ, puisqu'on avait eu des petits bruits de couloir qui étaient assez persistants quand même. Et il nous avait dit que non, qu'il allait rester, mener sa mission jusqu'au bout. Donc, j'estime peut-être que sa mission est terminée. Donc, vu que les municipales sont passées, c'était peut-être ça. Conditionnel, évidemment. En tout cas, Philippe Gustin a annoncé son départ. Il rejoint le cabinet de Sébastien Lecornu, nouveau ministre de l'Outre-mer. Déjà, que pensiez-vous de Philippe Gustin? Karine. Personnellement, mon avis était mitigé. C'est-à-dire que j'ai un avis mitigé sur le préfet. Je trouve que quelquefois, il a été un petit peu loin dans ses paroles. Mais et dans les actions? Dans les actions, j'ai trouvé qu'il avait, entre guillemets, il avait fait son travail. C'est-à-dire qu'il a fait son travail de préfet et à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il était certain d'être sans souci de loi, de texte. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est très très pointilleux dessus. Donc quand il fait quelque chose, il sait qu'il est dans son bon droit de le faire. Donc malgré que beaucoup d'élus, de personnages publics, de syndicalistes sont souvent montés au créneau, il a toujours fait ce qu'il devait faire. Et j'ai trouvé que malgré qu'il y avait ce côté de personnes qui étaient un petit peu pas très contents, mais que la population... c'était quand même, la population de la Guadeloupe, Vous pensez qu'ils étaient contents du résultat, contents de l'action de l'homme? Il y a eu des sondages où ils n'étaient pas mécontents des actions du préfet. Il faut avouer que quand, depuis des années, nous sommes dans une situation difficile au niveau de l'eau et que on est encore au stade où, je sais que c'est un terme que j'emploie et qui n'est pas très, très beau et très sympathique, que Papa Blanc s'occupe, entre guillemets, de l'eau. Voilà, c'est normal que la population, à un moment donné, dise finalement, le préfet, il prend ses responsabilités. Donc, j'ai un avis vraiment mitigé au niveau du préfet. Mais de toute façon, vu qu'il ne va pas très loin, il va pas très loin. Je crois qu'il va garder l'œil sur nous. Dans le cabinet du ministère des Outre-mer, donc je pense oui, il va garder un petit œil sur sa Guadeloupe chérie, j'imagine. Il risque d'avoir un regard très attentif, à mon avis, au suivi des dossiers en Guadeloupe. Je partage un certain nombre de choses présentées par Karine. Tu sais que je suis pour la responsabilité locale. Je suis pour que nos élus soient responsables et fassent la démonstration de leur responsabilité. Mais le corollaire de la responsabilité, c'est la sanction. Et quand les choses ne vont pas, à un moment donné, il faut qu'il y ait des garde-fous. Sur le dossier de l'eau, je suis désolé, mais moi, j'ai 28 ans. J'ai l'impression que ça fait 28 ans qu'on en parle et que ça fait 28 ans que les choses n'avancent pas. Ça fait 28 ans que sur l'eau, on tergiverse et on continue de tergiverser. Donc, à un moment donné, quand quelqu'un vient me dire on va prendre des décisions, on va trancher sur le dossier de l'eau, eh bien, je ne peux qu'apprécier. Et je serais preneur, je serais curieux d'avoir un sondage sur le solde de l'action préfectorale au départ de Philippe Gustin et de voir qu'est-ce qu'en dit la population à la fin. Alors, évidemment, il y aura des esprits chagrins. Je suis pour la responsabilité au niveau local. Je suis pour l'autonomie de gestion des collectivités locales. Et ça, pour moi, il y a rien de... C'est indérogeable comme principe. En revanche, quand on n'assume pas ses responsabilités et qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui prend les choses en main dans le sens de l'intérêt général, pour moi, la boussole de l'action publique, ça doit demeurer toujours l'intérêt de la population. C'est ça,
pour moi, la réponse. C'est est-ce que l'intérêt de la population commande de le faire? Si oui, eh ben, Mazel Tov, be my guest. En revanche, si non, si ça va à l'encontre de l'intérêt de la population, là, on va devoir en rediscuter. Donc on ne peut pas le blâmer d'avoir un peu décrédibilisé nos élus? C'est une bonne question. Je reste fidèle à ma position. Ma position, c'est je veux plus de responsabilité au niveau local. Je veux Encore plus faut-il de- qu'on soit je prêt à veux les plus de assumer, ces pouvoir. responsabilités. Pour moi, c'est pas une question de préparation. C'est une question de pouvoir et de contre-pouvoir, de check and balance. Tu sais, quel que soit le niveau de la strate de décision publique, il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs. À ce stade, il y a peut-être une difficulté en termes de répartition et d'organisation des pouvoirs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de réorganiser, de restructurer, que ce soit la distribution, que ce soit la gestion des réseaux, que ce soit la production d'eau, et autour d'une structure unique. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le machin ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que un tel est responsable de ceci, un tel est responsable de cela, un tel est responsable de ceci. Si on tout petit pays qui a fait 1600 km², à un moment donné, il faut qu'on puisse s'entendre et se dire, posons les choses, les gars. Il y a des productions, gestion des réseaux, distribution. On est 5 EPCI à gérer ça. Il y a des régies à Sainte-Rose et à Trois-Rivières. Et on a un syndicat unique qui a du mal à se créer, clairement. Fonctionne. Qui fonctionne. Non, mais qui fonctionne bon an, mal an. Et on se retrouve avec un usager qui paye de l'eau qu'il ne retrouve pas dans son robinet. J'ai eu l'occasion d'assister à une audition des rapporteurs sur la question de l'eau il y a 4 ans. Et c'est un rapport qui avait été commandé par le gouvernement de l'époque. Et le coordinateur de ce rapport disait qu'on aurait été dans n'importe quel autre pays ou dans n'importe quelle autre ville de France ou de Navarre ou dans n'importe quelle autre région que la population se serait déjà soulevée sur ce genre de sujet. Et franchement, il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais on est quand même dans un pays qui est la 5e ou la 6e puissance du monde, et on se retrouve à être un département, article 73 de la Constitution. Les droits sont égaux pour tous les citoyens français, et il y a des gens qui vont ouvrir leur robinet et qui ne voient pas l'eau couler. Il y a des gens qui ont des bébés qui ne peuvent pas laver les fesses de bébé. Il y a des gens qui ont des personnes âgées à faire. Clairement, ce qui était facile, c'est que nos élus sont indéfendables. Sur le sujet de l'eau, moi, franchement, j'ai pas de bon point à donner. Et je pense que notre génération, Karine peut-être me confirmera, se réserve un droit d'inventaire. Et je finis juste en disant que je trouve qu'il y a une solution qui a été présentée, qui est tout à fait intéressante et qu'il faut continuer d'explorer. C'est la solution qui a été préconisée par le président Chalus de prendre l'habilitation sur le dossier de l'eau pour qu'enfin on puisse avancer dans ce dossier-là. Carré. Je voulais dire aussi que, bon, effectivement, concernant l'eau, il y a, comme tu disais, il y a des régies des eaux qui fonctionnent très bien. Trois-Rivières, c'est un exemple. Oui, ça fonctionne bien. Ou la Montagne aussi, Naudis, ça fonctionne très bien. En fait, moi, je crois que quand on regarde bien, sur les 32 communes, il y a, on va dire, 4 ou 5 communes vraiment qui ont des gros soucis d'eau, en gros, et qui ont vraiment des gros soucis d'eau. Très récurrents. Oui. Et en fait, ça me pose le problème de la solidarité. C'est-à-dire peut-être que comme ce sont que quelques communes, que toute la Guadeloupe ne se sent pas concernée tous les jours et toute la Guadeloupe ne prend pas à bras le corps ce problème qui concerne 4-5 communes. Et je trouve ça dommage. Il faut vraiment faire quelque chose. C'est vraiment invivable. Mais c'est ce manque d'unité politique. C'est invivable. Et voilà. Et ça pose le problème de tout, le fait que nous ne soyons pas forcément solidaires. Ça, c'est la division politique. Ça n'a pas. Bon, la création du syndicat unique a été retardée. Et elle est encore retardée aujourd'hui. Encore retardée des années durant. Je pense qu'on va. On parlait du 1er janvier 2020. Pour la création, effective. Pour la création. C'est le même problème que pour l'Assemblée unique, entre guillemets. N'est-ce pas? Donc, en tout cas, parmi les commentaires, on a Joël Hidler qui nous dit « Le préfet a fait plus que son job sur l'eau. Les élus se sont décrédibilisés tout seuls. » Donc, l'appeler monsieur le gouverneur, c'était peut-être un peu excessif?
Moi, j'ai pas de. Franchement, le monsieur, il y a eu un sobriquet, le gouverneur Augustin. Moi, j'ai pas sur l'eau en tout cas, j'ai pas de grief à faire Sur les radars. à monsieur Gustin. Passons sur l'eau, sur les radars. Puisque Les là, il nous a radars, laissé des petits cadeaux, il part demain. Ouais, Oui, mais il y j'ai en a vu ça. encore. Ah oui, il y en a qui un, poussent. j'ai vu, Ah, il pousse, il pleut là. Ils étaient Il censés a être poussé suspendus. Ils étaient censés être suspendus. Et bon. Voilà, il y en a un peu plus. Donc sur cet aspect-là, cette décision. Alors, là-dessus, faut quand même avoir un discours responsable. Oui. Sur les radars, évidemment, personne n'aime se faire flasher. Et on aime bien, on a un rapport très presque charnel à notre voiture d'abord, et malheureusement, dans certains cas critiques, avec la route. Et là-dessus, c'est tout de suite moins drôle. Et donc, évidemment, quand on a une réflexion qui est quand même responsable, il faut qu'on se dise qu'on ne peut pas défendre l'idée qu'on voudrait se situer hors la loi sur des sujets comme ceux-là. Ça, c'est clair. C'est plutôt sur le volume. Là, le débat était vraiment sur le volume de radars, les 100 radars. Sauf que, juste pour finir, sauf que la réalité, c'est que là, on se rend compte qu'on dépasse le stade de la pure prévention pour s'inscrire dans la répression. On est à 90 sur la rocade, peut-être à réfléchir, on paquet de bitin, et ben mis ou pris. Et si jamais on pas pris en talent, pris en talent qui est moins plus loin. Donc c'est sûr que quand bien même on aurait un discours responsable, il faut se demander à quel moment on n'entre pas dans l'état policier. Karine. Oh, tout à fait. Pour les radars, j'ai à peu près le même avis. C'est-à-dire qu'effectivement, surtout dans notre département, on a vraiment gros taux de mortalité. un gros taux de mortalité. Tous les jours, on peut faire tous les jours des nouvelles très désagréables, horribles, des morts, des personnes malades qui vont se retrouver tétraplégiques, etc. Et on ne peut pas non plus dire non, il ne faut pas qu'il y ait de radar en Guadeloupe. Ça, c'est impossible, c'est sûr. Mais vraiment là, Excès. Oui, il y en a vraiment beaucoup. À savoir, je me dis que si autant de radars faisait qu'il y ait vraiment une incidence sur la baisse de la mortalité, j'aurais pu comprendre. Franchement, on aurait tous compris. Voilà, on est passé de 120 à 60, quoi. Mais là, en fait, non. C'est toujours pareil. Donc, peut-être qu'il faudrait chercher d'autres solutions ou d'autres moyens de prévention. Mais là, ça fait vraiment beaucoup de radars. Quand il sera justement au cabinet de il M. part pas Lecornu, avec. Il repart ah non, pas, il repart pas avec, non, puisque c'était vous des avez cadeaux. vu, il les a laissés. Il les laisse et il en a fait livrer d'autres. Ouais. Il y en a. Par contre, là, c'est pas un coup de gueule, mais il y en a quand même un à Anquetil, donc sur une zone où il y a déjà 4 dodanes, je crois, qui se succèdent. À Anquetil, ils en ont installé. Oui, il y en a un à Anquetil, en face du Secours catholique. J'ai vu qu'il y en avait un près de l'entrée du CHU, juste avant l'entrée du CHU. Exactement, avant l'entrée du CHU, et donc il y en a un après l'entrée du CHU, donc à moins de 2 km de distance. Papa, c'est pas là, ces jours-là. Non, mais non, en fait, c'est depuis hier que c'est en cours d'installation. D'accord. Donc, c'est vrai que ça commence à en faire un petit peu beaucoup. Donc, Ouais. il va les laisser ici. On va essayer de négocier, puisqu'il sera avec M. Lecornu. On va essayer de revoir ses politiques. Et un dernier point qui concerne Philippe Gustin, dans les grosses actions qu'il a menées pendant qu'il était ici, ce sont les révocations. Enfin, la révocation principale de M. Bangou. On n'avait jamais assisté à ça. C'était une première. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était nécessaire ou c'était un peu exagéré? C'est un sujet vachement politique, ça. On en plein dedans, là. Mais moi, je reste fidèle à mes convictions. Je suis pour la responsabilité locale. Et pour moi, le corollaire de la responsabilité, si tu n'es pas à la hauteur de tes responsabilités, à un moment donné, il faut qu'il y ait une sanction. Cette sanction, elle est légale, elle est démocratique, puisqu'elle a été votée par un Parlement qui est élu. Et donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une sanction qui tombe. Alors, elle est tombée dans les urnes, puisque le maire n'a pas été reconduit dans ses fonctions. Compte tenu d'un certain nombre d'éléments plus subjectifs, il faut qu'on puisse avoir des garde-fous. Je ne suis pas pour un système totalitaire, dictatorial. Au contraire, je suis un démocrate profond, mais parce que je suis attaché aussi à l'intérêt général et à un intérêt général certain, à un moment donné, il faut qu'il y ait des garde-fous. On se balade à Pointe-à-Pitre, on comprend qu'il y a quelque chose à faire et quelque chose qui cloche déjà dans la ville. Quelque chose de profond, quelque chose de sérieux, en fait. Donc,
pour la responsabilité. Mais est-ce que, dans ce cas-là, je vais reprendre l'expression de Karine, est-ce qu'on a besoin d'un papa blanc pour justement servir de garde-fou? Est-ce qu'on n'aurait pas pu... Non. Je pense que la population a choisi. Et elle a fait la démonstration. Je respecte le... Mais il a devancé la population, il aurait scrutin. pu être sanctionné aux urnes à l'élection, mais il a dû se retirer puisque Oui. la révocation lui pendait au Oui, nez. mais encore une fois, moi, je suis droit dans mes bottes. Il y a un dispositif, il est légal. S'il y avait un problème de constitutionnalité, l'ancien maire aurait fait un recours devant les juridictions administratives, devant le Conseil d'État. Le cas échéant, il aurait posé une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, s'est exprimé sur ce sujet-là. Il y a des recours, on ne laisse pas sans recours. Et surtout, on ne l'empêchait déjà pas à l'époque de se représenter et de recueillir les suffrages du peuple. Donc la démocratie, de ce point de vue-là, elle est sauve. Et elle est d'autant plus sauve qu'il a tiré toute conséquence utile de cette perspective de révocation. Il a démissionné en amont même de la décision préfectorale. Et puis, il a représenté sa candidature au suffrage. Il n'a pas été élu et le peuple a fait son choix. Très bien. Karine, sur cette question? Sur la révocation du maire de l'ex-maire de Pointe-à-Pitre, je suis entièrement d'accord avec ton avis. Je pense que quand on arrive à 82 millions de déficit dans une ville, dans une commune, surtout Pointe-à-Pitre, La capitale. La Venise des Caraïbes. Voilà. Vous relisez un livre qui s'appelle... la capitale, la sous-préfecture. Et en plus, c'est un lieu, entre guillemets, qui est vraiment chargé d'histoire, parce qu'entre guillemets, il y a peu de temps... tout le monde, plus ou moins, est né à Pointe-à-Pitre. Enfin, en gros, on ne va pas dire qu'on est tous pointois, mais... Donc, presque tout le monde, hein. Pratiquement, sauf ceux qui sont nés à Basse-Terre, mais bon, en gros, nous sommes tous nés à Pointe-à-Pitre. Et je pense que toute la Guadeloupe avait les yeux rivés sur l'élection de Pointe-à-Pitre. Forcément. Vraiment, parce que quand on a connu les belles heures, la gloire de Pointe-à-Pitre, de voir comment Pointe-à-Pitre est actuellement, bon, on ne peut pas dire peut-être que ce n'est pas forcément sa faute à 100%, mais en tant que chef de la commune, tu es aussi responsable de la direction de développement économique, entre guillemets, de la direction de la vision que tu as pour ta vie, parce que c'est ça, être maire de nos jours, c'est d'avoir une vision pour sa vie. On gardera ça pour la deuxième partie, la vision. Et j'ai même envie de compléter en disant qu'il n'est jamais bon que la démocratie soit accaparée trop longtemps. On est dans un pays qui se veut dynamique, où on a des jeunes talentueux, et en fait, à un moment donné, on aurait l'impression que la politique serait comme sclérosée, qu'il n'y aurait pas de droit démocratique. Ben, à un moment donné, oui, il faut de l'alternance, il faut des respirations, il faut de l'oxygène, pour reprendre peut-être le nom de la liste. Je suis désolé, mais c'est ce qui m'est venu. La démocratie ne se résume du moins plus à un nom en 2020, je pense. Exactement. C'est ça. Ça, je pense que ça, c'est acté là maintenant. On ne passera plus juste avec un nom de famille. Alors, Philippe Gustin, qui atterrit donc au cabinet de M. Lecornu. On va essayer de faire rapidement avant de clore la première partie. Donc, déjà, qu'est-ce que vous pensez de Sébastien Lecornu? Parce qu'il faut qu'on s'y habitue. Moi, on le dépeint comme un petit prodige de la politique. Est-ce vrai ou pas, selon vous, Selon son parcours politique, on peut dire que c'est un surdoué. Je crois que 34 ans, ministre des DOM. Avant, il a été maire à je ne sais pas quel âge. En fait, il est toujours maire, voilà, il est toujours conseiller départemental. Il a été président de son département aussi. Il a été secrétaire d'État aussi à l'Élysée. Donc, il a tout passé, quoi. On va dire que moi, je vois ça comme un petit Macron. Un petit Macron bis. bis. Ça se trouve, ils sont très potes. Je crois peut-être que même la même génération à peu près. Exact. Exact. Je suis assez d'accord. Moi, je trouve que c'est rafraîchissant d'avoir un gouvernement, en tout cas, de ce point de vue, un gouvernement qui se rajeunit. Ça veut dire que la politique elle-même est susceptible de se rajeunir. Ça veut dire qu'il y a de la place, il y a des places à prendre pour les jeunes d'une manière générale, ou en tout cas que la jeunesse prend sa place de plus en plus. Le ministère des Outre-mer, c'est une belle prise pour connaître Sébastien Lecornu. Un peu, pour avoir suivi un peu ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui est attaché au territoire d'une manière générale. C'est quelqu'un qui a une belle vision
des territoires. Il était chargé, lorsqu'il était ministre de la cohésion des territoires, du paquet législatif qui était censé apporter un nouvel acte de la décentralisation. C'était la fameuse loi 3D. Décentralisation, différenciation et déconcentration. Et en fait, j'aime bien, moi, on est dans le cadre, hein, responsabilité, moi on est clairement dans l'idée, même si j'aurais été un chouïa de manière différente que lui, mais on est clairement dans l'idée. Donc qu'il arrive à la tête du ministère des Outre-mer, je trouve que c'est un signal de ce point de vue qui est intéressant. On notera quand même que ce n'est plus un ultramarin qui est ministre des Outre-mer. C'est peut-être un peu dérangeant, ça. Surtout que depuis 2009, c'est 2009 qui avait provoqué cette jurisprudence d'un ultramarin à la tête du ministère des Outre-mer. Moi, j'aimais bien l'idée qu'on puisse s'occuper, qu'on démontre notre capacité à faire, au moins sur ce ministère-là. Pas que, mais là en tout cas. Donc, moi, sincèrement, je n'ai pas... ça ne m'a pas choqué que ce soit plus un ultramarin, parce que de toutes les façons, je trouve même mieux quand un ultramarin arrive dans un ministère qui n'a rien à voir avec les Outre-mer. Je trouve ça, entre guillemets, plus gratifiant. Et vu le président qu'on a aujourd'hui, je crois que de toutes les façons, que le ministre appliquera la politique du président. Les présidents d'avant, en fait, on voyait bien qu'il y avait possibilité que le ministre des Outre-mer, entre guillemets, trouve une solution pour les ultramarins, enfin, se démène. Mais je crois qu'avec le président qu'on a aujourd'hui, quel que soit, qu'il soit des ultramarins ou pas, je pense que ça va être pareil. Oui, alignement pour tout le monde. Oui, mais en fait, il a utilisé un terme qui était intéressant à la suite de son investiture. Ouais. C'était celui du cœur. Et en fait, il dit avoir le cœur ultramarin. Et là-dessus, je pense que c'est là-dessus qu'il va être très regardé. Parce que peut-être que la différence qu'il y a eu dans le fait d'exercer ces fonctions-là pour un ultramarin, c'est que, étant issu de ces territoires-là, il ne faisait pas qu'avoir une vision, il vivait dans ses tripes, les territoires. Il savait la pauvreté, il savait la misère, il savait les choses qu'il fallait pour accompagner ces territoires. Il avait une vision politique de comment est-ce qu'il pouvait tirer son territoire vers le haut. Et là-dessus, je ne lui fais pas du tout de procès d'intention. D'ailleurs, je redis, je pense qu'il a une belle vision territoriale de la France. Mais je suis assez impatient de voir quelle sera son action. Okay. Donc vous ne remettez pas ses capacités en question? Non, c'est un homme brillant. C'est un homme brillant. Au contraire, comme ministre à la cohésion des territoires, j'ai vu ce qu'il a fait. C'est un homme brillant. Ok. Mais ça peut être un peu problématique, effectivement, qu'il n'ait pas le ressenti ultramarin dans son analyse. Après, il aura des conseillers dans tous les cas. On va passer à un autre ministre, puisqu'il y a des nouveaux ministres qui émergent et qui font beaucoup parler d'eux négativement. Je parle de Gérald Darmanin, ex-ministre des Comptes et de l'Action publique, qui est maintenant ministre de l'Intérieur. Donc il a un peu évincé Castaner, qui a dû être fort surpris à l'annonce. Alors, ce Gérald Darmanin est accusé dans 2 affaires. Donc, Emmanuel Macron parle d'un gouvernement irréprochable, mais ça semble mal parti. Donc, il est d'abord accusé de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance sur une plaignante de 46 ans. Et d'un autre côté, il est accusé pour abus de faiblesse, pour avoir peut-être obligé à des relations sexuelles en échange de l'obtention de logement et d'un travail. Donc, les faits sont avérés, mais sauf le côté, elle n'a pas été forcée, visiblement. Donc... mais il a les faits ne sont pas avérés. Les faits sont... Une partie des faits, la relation a eu lieu, mais voilà, elle était consentie. Donc le débat est là, le débat judiciaire va être là. Voilà, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu viol ou est-ce qu'il n'y a pas eu viol? Exactement. Il se pourrait qu'il soit acquitté, puisque pour la première affaire, il a déjà été en première instance. La demoiselle a fait appel, enfin la dame a donc fait appel de la décision. Quel genre de signal on envoie quand on nomme, en tant que ministre de l'Intérieur, quelqu'un qui est sous le coup d'accusations pour
quand même viol, viol, j'en rigole parce que c'est énorme, viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. Comment c'est possible? Je pense que tout le monde va... Non, je pense que la question est délicate. Elle est délicate parce que c'est une affaire en cours et qu'il est très difficile de s'exprimer sur les affaires en cours, d'une manière générale. Oui, mais est-ce que c'est un bon signal en tant que président? On a un remaniement après une période de crise et on va vers une crise économique et sociale majeure. Premier signal... Non, il n'y a pas eu que ce signal. Il y a eu d'autres signes. Il y en a eu plein d'autres. Il y a Moretti, il y a plein de personnes. Voilà, en tout cas, ils ont pas l'air irréprochables dans son gouvernement. Oui, mais alors, bon, moi, je ne m'exprimerai pas sur le fond de ce dossier-là. Je ne le connais pas. Je ne connais pas Gérald Darmanin, ni personnellement. Et au-delà de ne pas le connaître personnellement, je ne sais pas qui est le juge d'instruction qui est en charge de cette affaire-là. Encore un jeune, 37 ans. Je ne sais pas qui est le procureur qui est en charge de ce dossier-là. Je ne connais pas le dossier d'instruction. Bref, moi, je ne m'exprime pas sur les dossiers dont je n'ai pas la maîtrise. Non, mais hormis l'affaire. En revanche, ce qui est certain, c'est que la politique est faite, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment le prendre, par des humains. Tu parlais de est-ce qu'ils sont irréprochables? Encore une fois, moi je mets totalement à part le sujet Darmanin, je ne répondrai pas là-dessus. Simplement, est-ce que les humains sont irréprochables? C'est une question. Est-ce que les humains sont irréprochables? Non, la perfection n'existe pas. Donc, voilà. Et en fait, moi je suis très... Je ne sais pas comment dire, mais je regarde avec beaucoup de distance et de philosophie les exactions de tel ou tel. Peut-être que c'est ma formation de juriste qui m'amène à être aussi pas tolérant, mais en tout cas, je ne suis pas là pour distribuer ou des bons points ou des mauvais points. Je constate juste que la politique est faite par des humains et que chacun a ses petites choses à cacher ou pas. Tout simplement. Et ensuite, pour reprendre le dossier de Darmanin, comment est-ce qu'on fait pour avoir une critique sur lui quand chez nous on a un sujet qui se pose? En fait, la question elle est transposable. Quel signal envoie le peuple quand il élit quelqu'un qui a été convaincu d'une infraction sexuelle? Et là-dessus, moi, je laisse à la sagacité de chacun le choix de est-ce que c'est légitime ou pas. Pour moi, encore une fois, le peuple a choisi là. Et de la même manière que Darmanin, le peuple l'a choisi, l'a élu comme maire de Tourcoing, je crois. Il a été député au préalable. Donc ça veut dire que le peuple fait bien la distinction entre l'homme public qui doit embrasser des fonctions, et l'homme tel qu'il est derrière. Et l'homme public, est-ce que le public est capable d'appréhender les problèmes de la société? Si oui, alors ils vont lui accorder son crédit. Sinon, alors ils vont plutôt regarder l'humain. Et l'humain n'est jamais, jamais, jamais irréprochable. Si on creuse suffisamment. C'est dans Kafka... Mais tout le monde n'est pas sous la coupe non plus d'accusations pour viol et harcèlement sexuel. Non, c'est vrai. Et là-dessus, ils doivent faire face à leur juge. Aussi. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient avec nos invités en plateau. Et là, on reviendra sur le plan local. On parlera justement des visions de nos élus, si vous pensez qu'ils en ont. Ouais. On verra ça en deuxième partie. À tout de suite. C'est des questions corsées ce soir. Karine Gatibeleza, chef d'entreprise, et Raphaël Lapin, docteur en droit. Et en cette deuxième partie, nous allons parler effectivement de politique locale. Les municipales ont eu lieu, quasiment toutes les investitures sont déjà faites. Après, on va parler des visions. On est déjà en train de débattre hors plateau, donc on va reprendre un peu pour les téléspectateurs, n'est-ce pas? Concrètement, pour vous, nos élus ont une vision politique ou pas? Alors, une vision politique, je ne pense pas. Mais j'espère qu'ils ont vraiment une vision de la ville, de l'avenir de la ville, de comment ils peuvent transformer, sublimer, et aussi faire la population aimer la ville et aussi qu'il y ait vraiment une démocratie participative. Enfin, j'espère qu'ils ont une vision de leur ville.
Au En moins tout une cas, vision de leur vie. À au défaut moins une d'une vision grosse de leur vision vie. politique. Oui, au moins une vision de leur ville. Parce que c'est ce que la population, elle veut. Enfin, elle veut des élus qui soient à son écoute, des élus présents, des élus vrais, qui parlent vrai aussi. Je pense que tout ça, j'espère qu'ils ont en tout cas une vision de la ville. Après politique, Après, en termes politiques, ça, Oui. c'est moins sûr. Ne baisse pas les yeux, Karine. Si c'est la vérité, c'est la vérité. Ben, déjà, je pense, là, on parle de quoi? On parle du maire. C'est-à-dire, c'est le premier magistrat de la ville. C'est la personne qui est censée être celui qui reçoit euh, tous les mots de C'est le ses papa. administrés. Non, mais Vraiment c'est qu'il y a un rôle de proximité. Peut-être pas, j'irai pas jusqu'à paternel, parce que pour moi, il ne doit pas y avoir de paternalisme en politique. En revanche, il y a un caractère de proximité. Ou n'y ont-ils babé voisin, ou quand il demande la médiation à la mairie, pas ni de l'eau en robinet là, ou quand il se fait le siège à la mairie. les ordures. Zodi là, pas passé, même si c'est le PCI jeudi joue, eh ben, on voit monsieur le maire ou madame le maire. Et en fait, quelle que soit la difficulté que tu as, c'est le maire qui va devenir le premier interlocuteur que tu vas solliciter. Et donc, en termes de vision, je pense qu'il faut déjà, quand on brigue ce type de mandat, avoir une vision de cette fonction-là. Ça veut dire savoir concrètement ce à quoi ça engage. Donc, avoir la vision du territoire, comme dit Karine. Mais des gens, au-delà du territoire, des gens, connaître. Pour moi, j'ai eu la chance d'être impliqué dans des campagnes électorales pendant les municipales. Je ne dirais pas lesquelles, forcément, pour préserver la neutralité du plateau. En revanche, ce dont j'ai pu me rendre compte, c'était une expérience, et je veux en témoigner. Ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est qu'une campagne électorale, c'est l'occasion, mais ça ne doit pas être la seule occasion, c'est l'occasion de rencontrer les gens, de sentir les gens, de partager des trucs avec les gens. Et ça, le maire doit le faire, mais de manière permanente, quotidienne. Il doit être au Pas qu'en contact. période électorale. Non, il y a un truc qui doit être presque, on parlait de chair tout à l'heure, mais qui doit être presque charnel avec la population. C'est une communion. On attend du maire qu'il y ait une forme de communion avec la population. Et donc, c'est de cette vision-là que moi j'ai envie de parler. On doit avoir une vision de cette fonction-là pour pouvoir bien l'embrasser, à mon avis. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a une vision pour la population, mais entre guillemets pour sa population. Pour la population de sa commune. Non, quand je dis pour Non. sa population, Alors, mais personnellement, j'ai écouté un peu les discours d'investiture, et j'ai entendu à chaque fois, moi, je serai le maire de tous les... De tout. Et systématiquement, il y avait une volonté de rassembler. Et je suis peut-être crédule de ce point de vue-là. Je crois dans la volonté de chacun de rassembler sa population. Même si pour l'instant, en termes de rassemblement effectif, il n'y a que M. Cornet au Gosier qui a vraiment... il essaie de rassembler. Enfin, je trouve oui. qu'il a... Enfin, en termes de distribution, de mettre les opposants, par exemple, au CCAS et tout ça, j'ai trouvé ça très, très noble de sa part. Il essaie de ne pas reproduire un peu les erreurs Oui, je des pense mandatures que précédentes. d'avoir été dans l'opposition pendant de nombreuses années, sait ce ça que se... Oui. D'avoir l'impression de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir agir, peut-être que... Mais j'ai trouvé ça très bien. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autres mairies. Donc c'est tout en son honneur déjà de ne pas faire vengeance, de ne pas crier vengeance et demander des têtes. Je pense qu'au moins de le faire, d'en parler, oui. Après, on verra sur les actions dans les 6 ans. Aussi, On verra. aussi. Oui, Aussi. il faut juger les gens sur leur Voilà, bilan. sur leur bilan, ouais. sur leurs actions. Donc on attend 6 ans. On attend 6 ans. Non, peut-être l'année prochaine. Direct. on fait un petit bilan. Puisqu'effectivement, il a signé des chartes, d'ailleurs, pour sa part. Il a signé certaines chartes. Il faudra qu'on voit le contenu. Mais je pense que s'il est défaillant, a priori, il devrait se retirer lui-même. S'il est défaillant. Oui. Puisqu'il a signé une de ces chartes-là En ce tout sens-là. cas, pour avoir suivi son investiture, je trouvais qu'il avait vraiment donné un coup de balai dans les... Comment dire dans les codes politiques, en fait. Est-ce qu'il n'est pas en train de refaire la politique guadeloupéenne, justement? Je trouve que c'est quelqu'un de surprenant. Vraiment, de surprenant. Il fait de la politique à l'instinct. On a l'impression que c'est quelque chose qui le précède, qui le dépasse. Et il a un instinct qui est impressionnant, un instinct politique. Je l'écoutais sur votre antenne hier. C'est quelqu'un qui est
mais impressionnant, hein. Il a une capacité à dire des choses qui est surprenante. Je l'avais déjà suivi à l'époque où il était au niveau du collectif des Incorruptibles. Et pareil, à la région, voilà, c'est quelqu'un qui arrive à dire ce que le peuple pense. Donc il faut être... Un politique qui parle comme le peuple. Ouais. Est-ce que ça ne va pas changer justement Les codes. les codes en politique ici? Certainement qu'il porte en lui un certain nombre de codes nouveaux de la politique, de ce qu'attendent les gens. Il a été bien élu au Gosier. Il a bénéficié d'un contexte politique particulier où l'ex-majorité avait eu plusieurs rejetons et finalement personne ne réussissait à se mettre d'accord. Mais ça n'enlève rien à sa Même s'il victoire. s'était mis d'accord, je ne pense pas. Ça n'enlève rien à sa victoire. Les scores qu'il a fait en quadrangulaire, c'était... Il avait gagné d'office. Oui. A priori, Ouais. l'élection était gagnée, était pliée dès le premier tour. A priori. Donc sur sa victoire, effectivement, elle est incontestable. Après, sur l'action qu'il pourra mener, est-ce qu'il pourra... Bon, il a une vision politique, certes. Il a une vision pour sa commune. Il a même une vision au-delà de sa commune, puisqu'il avait des prétentions à être président de région. On ne sait pas s'il y a renoncé, peut-être pas. On aura la réponse dans quelques mois. Donc il a une vision, mais est-ce que, concrètement, il pourra la réaliser, cette vision? Est-ce qu'on a les finances pour, déjà? De toute façon, toutes les communes, enfin, beaucoup de communes 30 de la sur Guadeloupe 32. ont des soucis de déficit. Mais je pense que... Il y a toujours moyen de... Oui, il y a de la bonne volonté, il y a toujours moyen de faire. De bricoler un peu? De faire des choses. En plus, j'ai l'impression que ce temps de confinement a été propice à beaucoup de réflexions chez la population. En fait, je crois aussi que ça a peut-être un petit peu aussi influencé le scrutin du deuxième tour, parce que quand tu restes 2 mois chez toi, tu as le temps de marcher autour de chez toi, ce que tu faisais pas avant. De compter les herbes et les Tu vois, nuages. tu te dis, ah, mais effectivement, la rue, elle est comme ça. Ouais, mais il n'y a pas ça. Enfin, je crois que vraiment, je pense qu'il y a de la bonne volonté. Je trouve que la redistribution politique, puisqu'on peut dire ça aussi, parce que quand on regarde bien la Guadeloupe en ce moment, enfin, c'est un peu, on peut dire, c'est du kiff-kiff-bourrico, entre guillemets. On est entre PS, GUSR, Chalus, entre guillemets. Enfin, c'est entre guillemets, ce sont tous des socialistes, plus ou moins, même s'ils ont voulu flirter un peu avec... Après, on a les socialistes, on a les purs socialistes du PS, enfin, c'est pas pur socialiste PS, mais bon, c'est mais PS. GUSR, On a le GUSR aussi. Même si maintenant c'est plus socialiste, c'est solidaire ou solidarité, je sais pas, Voilà, ils sont solidaires. Ils ont mis un petit aussi dans la description Wikipédia, j'ai vu qu'ils ont mis parti autonome, enfin quelque chose comme ça. Ah bon? Oui, j'ai récemment rajouté, il faudrait aller regarder. Je regardais. Mais à la base, GUSR était censé... c'était des socialistes, non? Ben oui, Oui, c'était socialiste, mais il y a le les socialistes GUSR du PS. le GUSR a été au Parti socialiste ce que le PPDG a été au Parti communiste, je crois. Ouais. C'était la version un peu progressiste sur les questions institutionnelles qui s'est installée dans le paysage politique de manière peut-être plus massive, puisqu'ils ont toujours ils ont toujours été dans des instances plus importantes que les communes. Le PPDG, lui, s'est cantonné à quelques mairies, alors que le GUSR a pris le département et la région aujourd'hui. Par contre, le GUSR, sans langue de bois, ils ont été un petit peu arnaqués comme tout le monde par le président Macron. Parce que à l'heure actuelle... Ils se sont fait arnaquer, ils se sont fait arnaquer ou ils ont accepté l'arnaque? Non, parce que beaucoup prévenaient, dont le PS, en disant « Ah, lui sort de nulle part, il change les codes soi-disant, mais faites attention, c'est un loup ». Oui, mais on s'est un peu... tout le monde s'est fait un peu arnaquer. Monsieur Macron, le président, c'était la grosse arnaque. Il ressemblait à rien de prédéfini. On avait l'impression, quand on était de droite, on avait l'impression qu'il était de droite. Quand il était de gauche, on avait l'impression qu'il était de gauche. Donc il y avait une espèce de... Et c'est là que les partis ont dit, faites attention. Et le GUSR, ils se sont... Voilà, ils se sont fait arnaquer, comme tout le monde, je pense. Et quand on regarde les élections dernièrement, comme Jean-Philippe Courtois, qui a très, très vite dit qu'il n'était pas... de République en marche, en fait, entre guillemets, à part ceux qui sont, entre guillemets, restés accrochés à la République en marche, ils sont passés nulle part. Ah non, mais clairement. Donc, quand on regarde bien la Guadeloupe, entre guillemets, elle est socialiste.
Socialiste, La Guadeloupe est à gauche. La il y a- Guadeloupe est à oui, gauche. mais c'est pas nouveau. Mais en fait, on est dans une pas- gauche divisée. Non, mais c'est pas nouveau Il y a, que la à des que la tendances de Guadeloupe droite a un un peu sentiment. maintenant, c'est beaucoup. Hein. Comment? Il y a beaucoup de tendances de droite, hein, moi je trouve. Hein. En tout cas, la Guadeloupe est à gauche et c'est pas nouveau. Le sentiment d'appartenir à un ensemble solidaire, à un ensemble conscient des valeurs sociales, c'est pas depuis hier, c'est pas la dernière pluie que les Guadeloupéens se sont réveillés, se sont dit non, on est de gauche. Non, il y a une tradition de gauche qui est ancrée en Guadeloupe. Là-dessus, je pense que personne ne viendra sur ce plateau pour inventer le contraire. Il y a eu les années Michaud, mais c'était une droite très sociale, mine de rien. À savoir, est-ce que le président Macron était une arnaque ou pas Était ou est encore. Ou est encore. Oui, bon, moi, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui vient distribuer des bons points ou des mauvais points. Ah, mais on peut faire exception. Pour Emmanuel Non. Macron, c'est des bons Non. points ou un zéro pointé? Alors, moi, je vais vous dire mon sentiment, au fond. Et le dernier remaniement en est l'illustration type. Personnellement, quand on m'a dit ni de gauche ni de droite, j'ai attendu vraiment qu'il y ait quelque chose de pragmatique, de conscient de la nécessité de faire du social, tout en étant dynamique sur les questions économiques. Singulièrement sur le sujet à savoir, moi j'ai pas à dire si le président de la République, je suis désolé, hein, j'y arrive pas, je suis quelqu'un de, mes parents m'ont vraiment très bien éduqué, donc j'arrive pas Mais à on comprend dire le fond de la pensée. en revanche, ce que j'aurais attendu, c'est effectivement plus de social. J'ai envie de dire que pour moi, le dernier remaniement, j'aurais attendu qu'il soit rouge, jaune, vert, noir. Pourquoi rouge, jaune, vert, noir? Rouge parce que j'attendais plus de gauche. Ça, il n'y a aucun sujet là-dessus. Vert parce que j'attendais plus d'écologie. On parle de transition, pas On d'écologie. est dans un moment où les signaux écologiques doivent être très forts. Il y a eu la vague verte. Jaune et noir, parce que j'aurais attendu plus de diversité dans le gouvernement. C'est vrai. Et moi, j'aurais attendu un gouvernement rouge, jaune, vert, noir, là. Alors, malheureusement, on ne l'a pas eu. On a un gouvernement Macron et... Castex. Sarkozy. Macron. Moi, je ne dis même pas Castex. Macron et Macron. Sarkozy. Ils se connaissent aussi, hein. Il est très conseillé par M. Oui, Sarkozy. mais donc bon. quand il y a quelqu'un comme Roselyne Bachelot... C'est le retour de Nicolas Sarkozy. Alors, j'adore Madame Bachelot. J'ai maquillé plein de fois. Elle est adorable. Madame Bachelot qui ne Elle voulait est pas top. de ministère, Elle mais est qui a géniale, déparlé. elle est marrante, elle est cool. Alors, comment vous la défendez sur le fait qu'elle a dit qu'elle ne prendrait pas de ministère? Je ne veux pas la défendre, mais je me dis, à la culture, on te propose la culture à 73 ans, surtout en ce moment, en sortant d'une crise sanitaire qui va vraiment impacter la culture. Si tu as envie d'agir pour ton pays, pour la culture, tu y vas. C'est ça. Moi, comme ça que je l'ai vu. Hein. Moi, je sais que c'est quelqu'un, à son âge, elle a tellement d'autres choses à faire. Elle fait de la télé, elle fait plein de choses intéressantes. Je pense que si elle y a été, c'est vraiment parce qu'elle se dit qu'elle peut aider le secteur culturel qui sera en grande difficulté. Tout à fait. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on sait ce que c'est qu'une vie de ministre? Alors évidemment, il y a les ors de la République, il y a les voitures avec chauffeur, il y a tout plein d'avantages. Hein. Et là-dessus, évidemment, il aurait été préférable que les avantages soient nécessairement revus à la baisse. Mais à 73 ans... Un autre débat, Raphaël. Oui. D'accord. Non, mais moi je suis un révolutionnaire, hein, je l'ai déjà dit. Parce que le Castex à 200 000 l'année... En revanche, un ministre, c'est quoi? À 73 ans. C'est se réveiller à des horaires pas possibles, se coucher à des horaires pas possibles, être dans un... Mais quand on prend ce genre de fonction, dans un concrètement, tumulte on le permanent. sait. Un maire, Oui, de toute mais façon... elle l'a déjà exercé. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'a invité à de nouveau servir son pays. C'est comme Éric Dupond-Moretti, le nouveau garde des Sceaux. Le gars, il était allé dans une télé où il avait dit qu'il n'aurait pas pu être ministre de la Justice. Or, on lui a proposé aujourd'hui, Emmanuel Macron a fait tapis et il a nommé Éric Dupond-Moretti à la tête du ministère de la Justice. Et il a accepté. Et le défi d'Éric Dupond-Moretti ne sera pas mince. Hein. Ça ne va pas être un défi, ça ne va pas être un truc... non, le gars, il avait pris des positions très claires face aux juges et il va devoir
répondre aujourd'hui au juge, parce que c'est l'administration qui est derrière le ministère de la Justice. Il va devoir parler au parquet, il va devoir dialoguer avec le syndicat de la magistrature, il va devoir gérer une réforme qui ne va pas être une réforme simple, qui est la réforme, non pas seulement celle du parquet, mais celle des retraites des avocats. Ça va pas être un job facile. Il est lui-même issu d'une profession dont il va devoir certainement réformer le régime de retraite autonome. Auprès des avocats, en plus. C'est quelqu'un qui est controversé. Oui, clairement. Mais en même temps, le monsieur, pardon, hein, j'ai eu la chance de le rencontrer à Paris lorsqu'il faisait son théâtre Éric Dupond-Moretti à la barre. Et il est controversé, mais c'est un mec extraordinaire. Il est extraordinaire. Il y a des interviews qui sortent de ses amis, il y a des révélations apparemment. Ah bon? Il affiche cet air un petit peu énervant, mais en fait ce serait quelqu'un... Un bon vivant. Un très bon vivant. Ça serait pas surprenant. Une bonne personne. Donc on jugera avec leurs actions. De toute façon, on analyse par rapport aux personnalités, mais on jugera avec les actions. On arrive au terme de l'émission. Donc concrètement, parce qu'on est reparti sur le plan national. Donc pour vous, les élus... qu'ils soient municipaux, peu importe, pourront avoir une vision et pourront exécuter leur vision ces prochaines années? Enfin, objectivement, je l'espère. C'est tout ce que je peux dire. C'est un souhait, je l'espère, parce que la Guadeloupe mérite vraiment de s'en sortir, de revivre, parce que là, on sort d'une crise qui va se transformer en tsunami social, en tsunami économique. Enfin, ça sera une crise qui, je pense, n'aura pas de précédent. Et il faut vraiment que les maires des communes, les chefs de famille, hein, les chefs de la commune, soient vraiment aux côtés de la population. Et vraiment qu'ils aient une vision de leur ville, de la Guadeloupe, et qu'on trouve des solutions. Et je pense que cette crise va vraiment choquer les consciences. Et j'espère qu'elle va pouvoir aboutir à ce que, par exemple, l'Assemblée unique émerge, que le plan Marshall de l'eau émerge vers... qu'il y ait une réforme des institutions. Voilà, parce que... Et puis tout est... En ce moment, tout est posé, tout est mélangé. On parle de l'octroi de mer, de la suppression, de pas suppression. Enfin, on est dans une ère où il faudra qu'il y ait des hommes qui sont prêts soient prêts, des hommes ou des femmes qui soient prits à... Beaucoup de femmes, j'espère. J'espère. Voilà, qu'ils soient debout et se disent, voilà, ma Guadeloupe, dans 20 ans, je la vois comme ça, comme ci. Et il faut qu'on se donne les moyens d'y arriver. Tout à fait. Rapidement. Rapidement. Je partage l'espoir et je suis quelqu'un qui est profondément ancré dans l'espoir. Et je ne ferai pas de procès d'intention aux élus. J'ai envie qu'ils réussissent parce que la Guadeloupe mérite qu'on réussisse pour elle. Donc moi j'attends avec impatience les résultats de leur action et moi je suis toujours tout disposé aussi et je serai toujours tout disposé à faire ma part. Très bien. Merci encore à vous d'être venus sur ce plateau ce soir. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Restez branchés sur Canal 10 Télévision. Après la pub, vous retrouvez Yves Boissé pour ses politiques et elle recevra le président de région, Harry Chalus, qui est déjà dans nos locaux. À demain.